Yes, sir! Je commence le podcast d'aujourd'hui comme ça. Yes, sir! Hey, aujourd'hui, on rencontre, ou on re-rencontre Simon Morin-Beaulieu. Salut. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, Yes, merci. sir. Merci d'être là. Ben, merci à vous autres de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. On est Yes, sir. content parce que avec j'ai un petit quelque chose qui recommence, des nouveaux épisodes, on a besoin d'avoir des nouveaux sujets. Puis aujourd'hui, c'est full un beau sujet, là. C'est les épisodes explosifs. Ouais, très explosifs. OK, non, t'as dit crise explosive. Crise explosive. T'as raison. J'ai compris très explosive. Ça peut être très explosif. Ça peut être très explosif. On va rentrer en détail. Ben oui, mais avant de rentrer en détail sur les crises, les crises explosives, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui es-tu? Et pourquoi tu t'es intéressé au syndrome de la Tourette? Définitivement. Donc, je m'appelle Simon Morin-Beaulieu, effectivement. En ce moment, je suis étudiant au doctorat en psychologie à l'UQAM. C'est pour moi un retour aux études depuis quelques années. Donc, j'ai fait un premier doctorat en neurosciences j'ai fini en 2019, je pense. OK. Puis après ça, j'ai fait 2 stages postdoctoraux, donc un à Yale puis un à McGill. Puis je suis revenu au Québec, c'est ça, comme en 2022, pour commencer un deuxième doctorat en psychologie. Donc, t'es docteur. Je suis, docteur en neurosciences. On a un docteur parmi nous. J'ai oublié de mettre son docteur avant son nom. Ah, docteur Simon Morin-Beaulieu. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous en tiens pas rigueur. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Donc, j'ai fait un premier doctorat parce qu'à ce moment-là, c'est plus la recherche qui m'intéressait. Ouais, c'est ça. Puis, je pense que, mettons, il y a environ 4-5 ans, j'ai commencé à ressentir davantage pas nécessairement un besoin, mais comme vraiment un intérêt à avoir comme un contact plus direct avec la clientèle que j'étudiais. Donc, je travaille sur le syndrome de Gilles de la Tourette depuis maintenant comme 12-13 ans, depuis le début de ma maîtrise, que je fais de la recherche c'est quoi qui t'a apporté à aller vraiment vers le syndrome? Oui, ben, en fait, c'est mon propre diagnostic quand j'ai eu l'âge de, je sais pas, genre 8-10 ans. OK, ouais. Tu as la Tourette? Oui. OK. Oui. C'est intéressant, mais je ne savais pas. Non, ben, je veux dire que je suis pas très ouvert par rapport à ça, mais je m'en cache pas non plus. OK. Mais le diagnostic est là. Oui, Donc, c'est ça. C'est ça. Tu sais, je pense que j'avais entre 8 et 10 ans, j'ai été diagnostiqué par Francine Lucier, qui est une neuropsy ici à Montréal, qui à l'époque, encore aujourd'hui, est vraiment une des spécialistes au Québec dans ce qui est le domaine, mettons, de la clinique pour le Tourette. Oui. Puis, je pense que dès ce moment-là, ça a été comme mon premier contact avec la psycho, la neuropsy, puis ça a été vraiment ça qui m'a drivé, qui m'a emmené vers ce domaine-là. Puis je me suis dit, je veux vraiment travailler pour aider les gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. Pour moi, l'école, ça a quand même toujours bien été. Fait que je me suis dit, ça me dérange pas d'être longtemps à l'école, c'est pas un obstacle pour moi. T'avais pas de difficultés à l'école, mettons? Ou... Non, c'est ça exactement. Puis je me souviens quand j'avais eu mon diagnostic, Francine Lucier disait, ça arrive quand même souvent qu'il y a des jeunes qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, qui ont des difficultés à l'école, qui ont des troubles d'apprentissage ou juste des difficultés en français, en mathématiques. Ça n'a jamais été le cas pour moi, donc j'ai toujours voulu poursuivre mes études le plus longtemps possible. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai 35 ans puis je suis encore à l'école. Ouais, mais t'as 35 ans, t'es quand même très jeune pour avoir autant de diplômes, là. Je veux dire, t'as fait 2... Attends, là, je veux pas répéter non plus, là, mais comme t'as quand même fait beaucoup de recherches d'études. Ouais, donc j'ai fait comme bac, maîtrise, doctorat, 2 post-doctorats, puis après ça, je suis revenu avec un autre doctorat en psycho. C'est fou quand même. Puis là, en ce moment, t'es encore aux études, puis sur un sujet en particulier, c'est ça? Oui, donc en ce moment, je travaille principalement sur les épisodes explosifs chez les jeunes qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est pas mal mon sujet de recherche principal en ce moment. Donc, dans la dernière année, j'ai terminé 2 études à ce sujet-là, puis on en a une autre qui est encore en cours en ce moment, où on s'intéresse vraiment comme aux facteurs qui vont prédisposer aux épisodes explosifs, donc plus des facteurs de comportement ou de personnalité qui vont prédisposer aux épisodes explosifs, puis de comprendre leurs impacts sur le fonctionnement familial. OK. Donc, c'est vraiment pour aider aussi l'entourage en même temps. Oui, tout à fait. Puis, ça essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui mène justement au déclenchement des épisodes explosifs. Est-ce qu'il y avait beaucoup de matière, en voulant dire, est-ce qu'il y avait beaucoup de matière à faire des recherches ou justement c'était plus compliqué parce qu'il y a peu de cas? Est-ce que tu es capable de nous dire un peu... C'est pas particulièrement difficile. Je veux dire,
peu importe quelle recherche on fait, Ouais. c'est quand même difficile, mais c'est pas Ouais. plus difficile qu'un autre sujet. qu'un autre sujet. C'est sûr que c'est pas si difficile de trouver des familles qui sont affectées par cette situation-là. C'est quelque chose qui est assez fréquent, surtout Comment? chez les jeunes. On peut-tu expliquer un peu c'est quoi Oui. pour ceux qui savent pas c'est quoi? Parce que j'avoue que, tu sais, nous, on le sait parce que Ouais, je veux c'est dire, ça. quand j'étais jeune, j'en ai fait des En crises explosives. l'expliquant, Ouais. peut-être T'as que les des gens vont... enfants, ouais. tu connais très bien ça, mais pour ceux qui savent pas j'en ai c'est fait quoi. aussi. T'en as T'en fait as fait aussi? aussi? Oui. Et c'est quoi une crise explosive? Puis après ça, on pourra revenir justement Oui. pourquoi c'est aussi Oui, donc, fréquent. un épisode explosif, c'est une crise de colère, OK. mais qui est vraiment démesurée, qui est incontrôlable, puis qui est totalement disproportionnée par rapport à l'élément déclencheur. Je veux dire que tout le monde peut être en colère, mais souvent, ça va être une crise ou une réaction de colère qui va être appropriée vis-à-vis l'élément déclencheur. Dans le syndrome de Gilles de la Tourette, puis quand on parle justement d'épisodes explosifs, ça va être une crise qui va avoir aucune commune mesure avec l'élément déclencheur. Tu sais, souvent, les exemples qu'on donne, c'est, mettons, moi, je me souviens d'un article justement qui en parlait, qui donnait l'exemple d'un enfant qui reçoit une liqueur en canette au lieu d'une liqueur en bouteille. Puis là, il explose, il fait une crise, il lance tout, il détruit des objets. Ou je me rappelle, dans le même article, il y avait un exemple. C'est une femme qui va faire l'épicerie, elle revient à la maison, elle se rend compte, j'ai oublié d'acheter du yogourt, puis elle donne un coup de poing dans le mur, puis elle fait un trou dans le mur de gyps. Fait que c'est pas juste les jeunes. C'est pas juste les jeunes. OK. Mais ça définitivement. j'imagine qu'elle doit être différente, la crise. Oui, ben, Es-tu pire? Hein? C'est ça, je me pose. je pense pas qu'elle est pire. Je dirais qu'elle est peu étudiée. Tu sais qu'on a des meilleures données de prévalence ou de pourcentage de gens qui ont des épisodes explosifs chez les jeunes, où on parle d'à peu près 50%. Encore là, c'est toujours difficile de définir vraiment un pourcentage précis parce qu'il faut définir d'abord qu'est-ce qu'une crise explosive. Puis à partir de quelle fréquence, mettons dans une semaine, on va parler d'un épisode explosif, à partir de quel degré de sévérité. Des fois, on va utiliser le critère de ce qu'on appelle le trouble explosif intermittent, qui est un autre diagnostic dans le DSM, mais dont les manifestations sont très similaires aux épisodes explosifs tels qu'on les voit dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Mais c'est pas la même chose. Dur à dire. OK. C'est peut-être la même chose. Encore là, pourquoi est-ce qu'on retrouverait ça aussi Ouais. fréquemment dans le GT? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très similaire. Donc, des fois, on va utiliser les mêmes critères pour les définir, en termes comme de fréquence, en termes d'intensité, etc. Puis, un autre facteur qui fait que c'est difficile comme d'établir la prévalence, c'est que souvent, mettons, les données de prévalence qu'on a, ça va être davantage dans des études cliniques. Donc, mettons une étude ou un centre de recherche qui vont voir des patients, vont avoir des données sur les épisodes explosifs. Mais ces cliniques-là vont pas être représentatives de l'ensemble de la population. Je donne un exemple. Mettons la clinique Tourette à Sainte-Justine. On s'entend que les cas ou les jeunes qui voient là-bas ont une présentation qui est plus sévère du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, si on se fie, mettons, sur eux, on voit comme leur ensemble de tous les jeunes qui voient. Puis ils disent, OK, ben mettons, nous autres, on voit, parmi les jeunes qu'on voit, il y en a 90% qui ont le TDAH. Mais c'est pas représentatif de la population parce que les jeunes qui ont un SGT qui est plus léger, ils iront pas à Sainte-Justine. Donc, c'est la même chose pour les épisodes explosifs. Donc, c'est dur d'avoir une prévalence. Ils devraient faire les stats dans les écoles. Très précise. Il y a certaines études, justement, qui sont plus populationnelles où ils envoient, mettons, aux États-Unis, ils font ça, ils envoient comme des questionnaires à tout le monde, at large, à travers la population. Puis là, ils disent, est-ce que votre enfant a un TDAH, blablabla, et Tourette? Puis s'il y a un Tourette, est-ce qu'il y a d'autres conditions? Puis je suppose aussi, tu sais, que pour les jeunes, ben, c'est les parents qui remplissent le chose pour dire, mon jeune, je pense que c'est une crise explosive. Tandis que quand t'es plus vieux, puis t'as le goût de le nier, ben tu le marqueras pas que t'as ta crise. Oui, c'est des crises explosives. Fait que ça doit un peu biaiser les Tu sais, stats. tantôt, tu parlais de la distinction, mettons, enfant versus adulte. Tu sais, enfant, je dirais à peu près 50%. Adulte, c'est probablement moins. Il y a des études qui montrent que ça diminue comme à travers l'adolescence et à l'âge adulte. Mais cela étant dit, moi, je pense que le phénomène de la colère derrière reste assez similaire. Puis ça, c'est une hypothèse. Je n'ai pas vraiment de données pour le mesurer, mais on parle souvent que les crises sont faites en réaction ou à cause d'un faible seuil de tolérance à la frustration. Je donne souvent l'exemple de, comme tout le monde a son thermomètre de frustration, puis il y a comme un niveau
ou que tu vas atteindre où tu vas exploser. Puis pour, mettons, la plupart des gens, la population générale, le niveau va être plus élevé. Mais dans le syndrome de Gilles de la Tourette, ce seuil-là sur le thermomètre de frustration, il est assez bas. Puis une fois qu'on l'atteint ou on le dépasse, c'est que là, la crise va arriver. Explose. Ouais. Donc, en fait, est-ce qu'en vieillissant, moi, je pensais à ça, et est-ce que, comme moi, pour ma part, on dirait que je le remarque plus quand je viens. Tu sais, je commence à avoir des chaleurs. Tu sais, mon thermomètre, justement, je le vois là, dans ma tête. Là. Oui. Tu sais, je suppose que quand on vieillit, ben justement, on peut se trouver des trucs un peu comme ça que à jeune âge, c'est plus difficile. Oui, tout à fait. C'est exactement là où je m'en allais. Donc, selon ma conception, c'est que je pense pas que ce thermomètre-là ou le seuil sur le thermomètre fluctue vraiment avec l'âge. Donc, je pense que les choses qui vont nous fâcher ou notre tendance à se fâcher rapidement va rester assez similaire. C'est juste le contrôle qu'on va exercer sur les manifestations quand on va être plus âgé. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on voit moins de crises explosives une fois qu'on est adulte, parce que justement, on a des mécanismes pour mieux se contrôler, mais je pense quand même que les petites choses qui peuvent nous fâcher vont rester les mêmes. Tu sais, encore à ce jour, aujourd'hui, je peux me fâcher vraiment très rapidement, mais ça va pas être une grosse crise explosive parce que... Tu seras pas le baconateur comme c'est papi ça, c'est ça exactement. Là. Je veux dire, j'ai 2 enfants, comme j'essaye de montrer l'exemple, je veux pas qu'ils prennent On est dans la même situation, là. cet exemple-là. Donc, je vais trouver des moyens, mettons, de sublimer la crise. Des fois, ça va être juste comme d'aller m'enfermer pendant 5 minutes, le temps que ça passe. Des fois, juste taper dans un coussin. Ça peut aider justement à servir d'exutoire à la crise versus faire une crise vraiment exploser avec une grosse manifestation de colère. Tu le sens venir, puis là, tu trouves des manières, justement... pour pas faire vivre ça à ton entourage. Oui, exactement. C'est vraiment une bonne pratique. Tu sais, je dis je le sens venir, mais c'est pas quelque chose qui se construit en... Tu sais, ça peut venir très rapidement. Là. Moi, je le vois. Moi, pour faire une image, tu sais, je le sais. Là, mettons, je suis sur mon ordi, je travaille, puis là, ça marche pas. J'ai perdu mon mot de passe, puis là, il faut que je cherche dans mon cahier, puis là, tu sais, je le sens. Là, j'ai le coco qui pique, j'ai les chaleurs, je commence à avoir chaud. Puis là, c'est là qu'il faut que je prenne du temps pour respirer. Puis faut pas que quelqu'un me parle en même temps ou me pose une question parce que là, ça marchera plus. Ouais, tout à fait. Fait que, tu connais tes limites en étant adulte. Je connais mes limites. Puis j'essaie de trouver des trucs justement pour aller prendre une marche ou aller dans une pièce différente. Mais c'est ça, j'allais dire. Tu l'as un peu décrit quand même, mais comme, tu sais, la manifestation de la crise est différente. Puis est-ce que... Tandis que l'enfant, lui, il va moins se contrôler parce qu'il connaît moins, je sais pas comment réagir face à des situations comme ça. Ouais. Mais le déclencheur est le même pour l'adulte ou pour l'enfant. C'est une situation qui fait que tu as un état de colère à l'intérieur de toi. Puis mais c'est pas un problème de comportement. C'est vraiment... Non, tout à fait. Justement, je trouve ça intéressant que tu apportes ça. Un aspect qui est vraiment très important des épisodes explosifs, c'est que c'est une crise qui n'est pas faite dans un but d'avoir un gain. C'est pas fait dans un but de manipulation. Donc, il n'y a pas vraiment d'objectif à la crise. Versus un trouble de comportement, souvent, quand il va y avoir des crises, ça va être pour avoir un gain, pour aller chercher quelque chose qu'on veut avoir. C'est ça, pour manipuler, pour arriver à ses fins. Ouais. Versus l'épisode explosif va être fait vraiment de manière très soudaine, très incontrôlée. Puis, ça va pas être... Il va pas avoir de gain qui va être cherché par la crise. Puis souvent, au contraire, l'enfant qui a la crise va avoir des remords après la crise. Va se sentir extrêmement mal à cause des actes qu'il a posés ou des paroles qu'il va avoir dit. Je suppose que se faire chicaner à ce moment-là, c'est la pire affaire à faire. En voulant dire, en plus d'avoir des remords, tu te fais chicaner. Comment que les adultes, que ce soit les professeurs ou les intervenants ou peu importe, peuvent faire en sorte de vraiment... diminuer la crise? Ben non, mais savoir qu'est-ce qui est une crise explosive puis qu'est-ce qui est un trouble de comportement. Si tu connais le jeune puis tu es avec depuis plusieurs mois, plusieurs années, sûrement que tu le sais, mais quand que c'est un nouveau jeune puis que tu n'as pas de dossier, etc., c'est quoi que... Ben, je pense que la première chose, mettons, en début d'année avec un nouveau prof, ça serait aux parents, justement, d'exposer la situation. Ben, en fait, même avant les parents, à l'équipe école, de faire le transfert des informations d'année en année. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on a présenté cette information-là à l'enseignant, qu'on lui a mentionné, il y a un SGT, il y a des épisodes explosifs, ben
déjà là, on sait que s'il fait des crises, il y a des bonnes chances que ce soit un épisode explosif puis que ce soit pas une crise. Parce qu'en fait, les deux pourraient coexister. Un jeune pour avoir des épisodes explosifs, mais aussi un trouble de comportement. C'est dur de démystifier après c'est Effectivement. quoi. Mais c'est le gain un peu, comme tu disais, qui va venir aider. Est-ce qu'il y a un gain à faire cette crise-là en ce moment? C'est ou ça. après, il s'en souvient plus? C'est ça. Puis aussi, ben ça, c'est dans tout le travail de prévention, mais un aspect important, c'est d'aller identifier les déclencheurs en amont des crises, d'essayer de comprendre pour chaque enfant c'est quoi les facteurs qui vont le mener à avoir ces crises-là. OK, je comprends. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Puis, tu sais, comme tu disais, ça peut être des petites choses qui fait juste déclencher ça. Tout à fait. Mais dans les deux cas, ça peut être ça, que ce soit du comportement, un trouble de comportement ou une crise explosive. Ça peut être une toute petite affaire qui vient déclencher ça. Ça pourrait. Je dirais que ça serait probablement plus le cas pour la crise explosive. Pour l'épisode explosif parce que, mettons, une crise qui serait plus dans un but de manipuler, je pense qu'elle serait pas aussi soudaine puis serait en réaction, mettons, au fait de se faire refuser quelque chose. C'est ça. Encore là, ça peut déclencher aussi un épisode explosif. Mais c'est ça, je suis tout à fait conscient que ça peut être difficile de distinguer les deux. Ouais. C'est-tu juste les personnes qui ont la tourette qui ont des crises explosives? Ben non, pas du tout. Je veux dire, mettons, dans l'autisme, on voit des crises qui peuvent être similaires. Tantôt, je parlais du trouble explosif intermittent. Ça aussi, on a des manifestations explosives qui sont très similaires à celles qu'on voit dans le GT. Il y a un autre diagnostic qui s'apparente davantage ou en tout cas qui est dans la catégorie des troubles dépressifs dans le DSM et qui s'appelle le trouble dépressif avec dysrégulation émotionnelle. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est comme de la misère à gérer ses émotions? C'est un trouble dans lequel, en fait, ça va être très similaire au trouble explosif intermittent où on va avoir des grosses crises explosives, mais la distinction, ça va être que le niveau de base de l'enfant va être vraiment plus irritable, vraiment un enfant qui est plus soupe au lait, versus un enfant qui a, mettons, un trouble explosif intermittent, va avoir un niveau de base qui va être davantage jovial, davantage content, comme on peut voir dans le Tourette. Donc, souvent, un enfant qui fait des épisodes explosifs, un enfant SGT qui a des épisodes explosifs, son niveau de base, ou comme dans la vie de tous les jours, ne sera pas un enfant qui va être vraiment super irritable ou super colérique tout le temps, mais qui va être prompt à des manifestations de colère explosive à l'occasion. Puis est-ce que... C'est pas vrai, je sais pas si tu peux me répondre à ça, mais c'est un peu de l'impulsivité? L'impulsivité est un facteur qui va prédisposer aux épisodes explosifs. Donc, on a des données préliminaires qui montrent que le fait d'être plus impulsif, ça va mener à davantage d'épisodes explosifs. C'est surtout, l'impulsivité, on peut la diviser entre plusieurs facettes de l'impulsivité, puis c'est surtout ce qu'on appelle l'urgence négative qui est associée aux épisodes explosifs. Donc, l'urgence négative, c'est le fait d'avoir une réaction impulsive lorsqu'on est confronté à une émotion négative. Donc, quand on vit une émotion négative, le fait d'avoir plus tendance à réagir de manière prompte ou de manière impulsive. Toute personne confondue. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un facteur qui va être plus associé aux épisodes explosifs versus, mettons, ce qu'on appelle l'urgence positive, qui serait une réaction impulsive face à une émotion positive. Donc, ça, c'est moins un facteur de l'impulsivité qui va être associé aux épisodes explosifs. Mais ce genre d'impulsivité-là, c'est un des facteurs qui va prédisposer aux épisodes explosifs. Un autre qu'on a identifié, c'est ce qu'on appelle l'inflexibilité comportementale ou l'espèce de rigidité comportementale. Ça, on l'entend souvent, là. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les jeunes qui ont les SGT. Je vois pas de quoi tu parles. Je dirais les jeunes et les moins jeunes. Oui, surtout les moins jeunes, je crois. Non, les jeunes, c'est très, très... mais c'est ça, ça peut se manifester par comme un désir ou un besoin de faire des routines, certains rituels, vouloir toujours manger la même chose, vouloir toujours prendre le même chemin, être intolérant à certains vêtements. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les GT, là, les étiquettes, les coutures des bas, les boutons de pantalon. Mais ça, là, est-ce qu'on devrait... Tu sais, moi, je sais pas, là, je pose la question. Est-ce qu'on devrait, justement, pour justement que... pas embarquer dans quelque chose, justement, de tu veux toujours porter le même chandail, tu veux toujours... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour, justement, pas qu'on se rende là? Oui, c'est un bon point que tu apportes. Je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Tu sais, ce que tu décris, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle l'accommodation familiale, qui est un concept qui est issu du TOC, où dans le TOC, le trouble obsessionnel compulsif. Exactement. Donc,
souvent, on va avoir une situation où les familles vont accommoder le jeune dans ses obsessions, ses compulsions, vont embarquer dedans, vont faire partie des rituels. Puis ça, c'est un facteur qui va mener à comme la persistance ou au maintien des obsessions et des compulsions. Puis c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, justement. Fait qu'il faut pas que tu encourages ça. Ben, en fait, il faut les comprendre un peu, les parents, pourquoi ils font ça, parce qu'eux autres, ils veulent pas avoir des crises. Oui, tout à fait. Ouais, Donc, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui sont tellement tannés d'avoir des crises parce que, je sais pas, ils ont 3 autres enfants, puis que là, tu sais, ils disent, regarde, mais c'est un plaster, en fait. Oui, c'est ça, mais je voulais faire justement le parallèle avec les épisodes explosifs. Donc, il faut trouver faire une certaine balance entre... Un entre-deux. Un entre-deux entre l'accommodation, mais aussi de pas adapter totalement la vie familiale autour des épisodes explosifs de l'enfant. Parce que, comme tu le disais, après ça, tu as d'autres enfants qui peuvent souffrir de cette situation-là. Mais en même temps, si possible, tu essaies de pas exposer ton enfant au déclencheur de ces épisodes explosifs. Quand tu es capable de les identifier, puis tu sais que, mettons, dans cette situation-là, genre, si l'enfant avait comme établi un plan, puis on change son plan, ça, c'est le genre de situation qui va vraiment être un gros déclencheur d'épisodes explosifs. Donc, si on peut essayer de, justement, de pas arriver à ça, ben, tu sais, on peut peut-être se sauver d'une crise. Mais c'est important, justement, que ce soit pas toute la vie familiale qui tourne autour de ça. En fait, juste être sûr de bien comprendre. Faut pas éviter, faut pas, mettons, ne pas éviter la crise en faisant vraiment ce que lui veut, lui ou elle veut spécifiquement, mais il ne faut pas aussi trop demander de changement, mettons? Ben oui, si possible, si tu es capable de ne pas l'exposer aux éléments qui, pour l'enfant, est un déclencheur d'un épisode explosif, puis que ça n'a pas un gros impact sur le fonctionnement familial, à ce moment-là, je dirais, c'est le genre d'adaptation qui serait peut-être pertinente. Mais c'est sûr que, comme je disais, tu veux pas que toute la vie familiale tourne autour de on va pas exposer l'enfant, puis comme on l'enveloppe vraiment dans la ouate, puis on s'arrange pour qu'il soit jamais exposé à des facteurs qui pourraient le mener à un épisode explosif. Ben oui. Mais tu sais, d'un, c'est pas réel. Là, je veux dire, il y a des choses qu'on est obligé de faire, aller à l'école pour un enfant. On peut pas lui dire vas-y pas parce que ça va te faire une crise, mettons. C'est ça. Mais quand on est capable d'identifier certains éléments déclencheurs, puis je dirais aussi, bien justement, quand on est capable de les identifier, ces facteurs-là qui vont mener aux épisodes explosifs, on est aussi capable de voir les signes avant-coureurs de la crise explosive. C'est ça, j'allais dire. As-tu des interventions à faire pour prévenir la crise? Bien, je dirais que les interventions sont principalement à faire avant la crise, justement pour la prévenir. Parce qu'une fois que la crise est déclenché, il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire. Mettons, lui parler du thermomètre, mettons, genre dire, bon, ton thermomètre, comment c'était tout, là? Oui, ça peut être une approche qu'on pourrait avoir. C'est trouver les bons mots. Des fois, je pense que pour un enfant, ça peut être un peu fâchant, mettons, de parler de thermomètre. Ah, c'est ça. Dire là, ton thermomètre va exploser, là! Là, il va t'en faire plus tôt que prévu. Ouais, ben c'est ça. Mais je pense trouver les bons mots, puis oui, c'est ça, quand on voit les signes avant-coureurs, on peut dire. Puis, autant à la maison qu'à l'école, c'est important d'avoir un plan qui est établi avant la crise. Mais, pas avant la première crise, mettons, après quelques crises, on est capable de voir comment ça se déclenche, puis on prépare un plan, puis on lui dit, quand tu ressens les premiers signes, ou quand moi je vois les premiers signes, on va mettre le plan en marche. Autant à la maison qu'à l'école. Puis souvent, le plan, ça va être d'avoir un exutoire. À la maison, ça peut être, va dans ta chambre, va frapper dans un oreiller, va frapper sur le punching bag, puis tu reviendras quand tu te seras calmé. À l'école, ça peut être d'avoir un local de retrait non punitif où l'enfant peut aller quand il sent la pression monter. C'est ça. Puis il peut aller là, puis il peut se défouler, il peut crier, il peut je peux avoir un coussin ou avoir des fois des jouets, genre, mettons des fidgets. Des ballons anti-stress. Des ballons anti-stress, des choses comme ça qui pourraient l'aider à faire descendre la tension. J'imagine qu'il faut qu'il voit cet endroit-là comme de quoi de positif. Parce que, tu sais, mettons, moi, quand j'étais jeune, ma mère me dit, va dans ta chambre. Pour moi, c'est genre l'insulte extrême. Là. C'est comme, moi, ma chambre, c'est pas mon exutoire. Mais si t'en parles avant de faire des crises, puis que tu dis... Hey, comme ta chambre, on a installé des petits coussins, des petites lumières, puis ça, c'est ton endroit à toi. Exactement. J'imagine que ça donne beaucoup plus l'impression pour l'enfant ou l'adulte de faire hey, je vais aller à cet endroit-là, moi, ça va me faire du bien, puis c'est plus péjoratif, mettons. Oui, c'est ça. Totalement. C'est pour ça que le travail en amont de la crise est important. Parce que s'il n'y a jamais aucun plan qui a été mis en place,
puis là, tu vois que la crise s'en vient, puis tu lui dis, va dans ta chambre, tu vas avoir une crise. Ça se peut que tu aies la crise plus rapidement, puis plus intensément. Elle va péter dans sa face là, tu sais. Ouais. Fait qu'avoir des plans préétablis, sûrement une bonne communication aussi, autant entre les deux parents qu'avec les intervenants, les enseignantes, etc. Ouais, tout à fait. OK. Mhm. Ouais. Puis, y a-tu un pourcentage de gens qui font des crises explosives? Y a-tu comme des chiffres? Mais je suis pas une fille de chiffres, mais pour les gens à la maison qui sont des personnes de Des stats, chiffres, admettons, là. des Ouais. stats, ouais. Ben, les stats qu'on a, mettons, chez les jeunes, c'est autour de 50% Ouais, c'est ça. que tu dis. 50% des jeunes qui... qui ont le GT. Les gens qui ont de la SGT, Mais mettons- 50% de ça ont des crises explosives? Ouais. Ok. Surtout chez les jeunes. Ok. OK. Puis chez les adultes, ben, ça, c'est un peu plus difficile C'est plus difficile à d'évaluer, évaluer. mais quand même un bon pourcentage. Ouais, c'est c'est ça. probablement moins parce que c'est davantage contrôlé puis ça rentrerait pas, mettons, selon les Est-ce que définitions. Est-ce que ça se peut, mettons, que quand on est plus vieux, justement, au lieu de faire une crise de colère, on va le défouler en d'autres choses? Comme, mettons, je sais pas, il y en a que ça va être la consommation, il y en a que ça va être, je sais pas, là, tu sais, je lance ça comme ça. C'est une bonne question. Ça me semble être une possibilité. Tu sais, à ma Ouais. connaissance, il n'y a pas d'études à ce Ouais, c'est sujet-là. ça. Mon feeling, c'est que de consommer, ça serait comme pas assez rapide OK. pour Soulager. soulager, c'est le bon terme, je pense, comprends. la tension liée à la crise. Ok. Tu sais, mettons si la consommation c'est de l'alcool, mais tu sais, je ferais pas nécessairement un parallèle entre le fait comme d'exploser puis de lancer des choses ou de frapper dans un mur, puis comme aller chercher ma bouteille de vodka, mais ça verser un grand verre, puis on dirait qu'il y a comme plus d'étapes C'est ça. pour y Puis arriver. la crise, elle se passe là. Oui, c'est ça, Pas le versus temps comme de- l'effet de la Ok, je consommation comprends. va être. Ouais, Tu c'est sais, ça. t'auras pas le feeling de l'alcool avant plusieurs Ok. minutes. Fait que c'est une crise comme les autres, c'est juste que c'est un adulte qui a fait, puis il a fait essentiellement quasiment Ouais. peut-être pas de la même façon qu'un jeune, mais Ouais, tu sais, dans mon cas, ça va être moins une explosion, mais ça va être d'être très bête Ouais. très rapidement. ok, bon, Ok. j'en fais encore à tous les jours. Mais est-ce que, mettons, tu sais, là, c'est le fun parce qu'on a des interventions pour la prévenir, la crise, mais pendant, tu sais, mettons, là, t'as tout mis ça en place. Ouais. Et je sais pas, on fait un exemple, on est à l'école, un enfant qui est comme en crise explosive, son thermomètre, il est vraiment très haut. Et là, malgré tout ce qu'on a mis en place, c'est comme, OK, tu peux aller dans le corridor, c'est ton défouloir, blablabla. Mais là, ça pète dans la classe, finalement. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment les jeunes autour doivent réagir? Comment la professeure doit réagir? Et si ça arrivait aussi à la maison, comment... Ouais. Ben, Beaucoup de questions, là, je m'excuse, mais... je dis souvent que intervenir pendant la crise, souvent, tu sais, peut-être pas tout le temps, mais je pense que dans la majorité des cas, ça va davantage mettre de l'huile sur le feu que de faire diminuer la crise. Donc, on a un enfant qui est en totale perte de contrôle. Il n'y a pas vraiment moyen de le raisonner. Ouais. Si on essaie de le contentionner, il risque de juste Non, débattre davantage puis d'exploser plus. Donc, souvent, je dis que l'important, c'est de sécuriser l'enfant, sécuriser les environs, Ouais. essayer d'enlever les objets que l'enfant pourrait casser. Après un certain temps aussi, on vient qu'on connaît le genre de crise qu'il fait. Est-ce que c'est davantage verbal, des insultes? Est-ce qu'il brise des objets? Est-ce qu'il frappe d'autres personnes? Si c'est le cas, on va essayer justement que l'enfant soit seul à ce moment-là pour faire sa crise. Est-ce qu'on ouais, c'est ça. Est-ce qu'on devrait le laisser seul ou on devrait être dans la pièce pour justement une présence Qu'il peut-être se fasse plus pas mal. rassurante? Ouais. C'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être du cas Ça par dépend cas. du jeune. Là, tu sais, Ouais. sûrement. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être davantage confrontant quand il y a... Qu'il y a quelqu'un qui regarde faire sa crise. Ouais, c'est ça. Mais pour d'autres, peut-être que c'est plus rassurant de voir, je sais pas. Ouais, possiblement. maman, Puis aussi, ben, à l'école, là, c'est beaucoup plus compliqué Ouais, parce que là, les autres jeunes qui t'as un enfant embarquent. qui fait une crise, puis tu peux avoir 20 autres enfants qui sont autour, qui regardent. Ouais. Euh, perdent leur crise aux autres. Tu sais, là, hey, ça doit pas arriver souvent, mais Colin, ça doit pas être. ben, c'est Ah. sûr que ça arrive. Je veux dire, je donnais une formation dans une école spécialisée il y a je pense la semaine passée, OK. justement sur les épisodes explosifs, puis il me disait qu'il y avait une classe, je pense c'est une classe, un plus petit groupe, parce que c'est une classe adaptée. Ouais. Mais je pense qu'il me disait qu'il y avait comme 3 jeunes qui avaient un EGT dans la classe, puis 3 autres qui avaient une suspicion de EGT. Ils sont peut-être comme 10, 12 Ok. élèves. Tabarnouche. Donc, il y avait une situation qui était très... Délicate. qui pouvait être assez explosive. Ouais. Donc, c'est sûr encore là que c'est trouver un équilibre, puis c'est peut-être pas juste pour 20 enfants d'être obligés de sortir de la classe pour qu'il y en ait un qui fasse sa crise. Ouais. Donc, si on peut sortir le jeune qui fasse sa crise à l'extérieur,
des fois, ça peut être plus bénéfique, mais des fois, en même temps, peut-être qu'on n'a pas le choix de sortir le reste de la classe pour les protéger. Ah ouais? Donc, encore là, je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite. C'est trouver un équilibre, puis d'y aller comme au cas par cas. Ouais. Puis, tu sais, mettons, je me dis, là, tu étais dans une classe où c'était adapté. Fait que les enseignants et tout, ils savent comme vraiment plus c'est quoi le syndrome de Gilles de la Tourette parce que, tu sais, comme, c'est adapté pour eux, tu sais, l'école, mais... Oui, habituellement. Oui. Habituellement, oui, on souhaite, là, mais... C'est pas tout dans les écoles. Non, c'est ça, mais tu sais, des écoles où est-ce que, genre, justement, c'est méconnu. Il y a beaucoup d'enseignants, là, qui... Tu sais, moi, je reçois beaucoup de messages comme quoi, comme... Hey, genre, on sait pas comment interagir avec la personne qui a la Tourette. Puis je me dis, ça doit tellement être difficile. On en a parlé déjà, mais tu sais, comment distinguer que la personne... Je sais pas comment dire. Est-ce que faut vraiment enseigner à l'enseignant de dire la personne en SGT, c'est une crise explosive, ce n'est pas un trouble de comportement. Est-ce qu'on doit en vouloir à ces enseignants-là qui ne savent pas ça? Ben, ça doit être étudié dans leurs choses. Non, pas vraiment. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je pense que ça serait moi, je pense que ça serait de leur enseigner dans leur cours. Oui, mais je veux dire, base. mettons, le psychologue moyen, le médecin moyen a une connaissance très limitée du syndrome de Gilles de la Tourette. Fait que je m'attends pas à ce que les enseignants... Le psychologue moyen? Le psychologue moyen, oui, comme c'est très peu connu. OK, mais c'est-tu parce que le syndrome n'est pas assez... justement, on n'en parle pas assez ou c'est... Oui. Je dirais que c'est principalement pour ça. Fait que ça pourrait, si on continue à faire des podcasts et tout. En passant, abonnez-vous, là. C'est le temps, là. Fallait que je le plug à un moment donné avant la fin. Fait que abonnez-vous pour d'autres épisodes. Mais non, c'est ça. Ben, tu sais, à force d'en parler, peut-être que ça va déboucher, justement, puis que ça va... Tu sais, parce que c'est quand même dans le DSM. Oui, tout à fait, mais je veux dire, les enseignants ne sont pas formés à avoir une connaissance approfondie du DSM. C'est la même chose pour les psychologues. Je veux dire, je me forme pour être neuropsychologue, mais je suis pas un expert, mettons, en démence, en maladie d'Alzheimer, en traumatisme crânio-cérébraux. Tu sais, je me spécialise dans les troubles neurodéveloppementaux, donc on peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit un spécialiste de tous les domaines. Non, sans être un spécialiste, mais juste de chacune des maladies. C'est ça, je suis pas sûr que ça passe nécessairement par par la formation universitaire pour les enseignants, mais je pense que ça passe par la formation continue dans les écoles, surtout quand ils sont exposés. Ben, je veux dire, ça fait partie des choses que je fais, de faire des formations dans les écoles. Ça existe-tu vraiment une école qui n'est pas exposée, peut-être pas du syndrome de la Tourette, mais TDAH, tu sais, il y en a... Ça, c'est pratiquement impossible. Même Tourette, tu sais, je veux dire, c'est à peu près... 1% de la population. Même les tics chroniques chez les jeunes, on est peut-être plus proche de 1,5 ou 2 Je pense qu'on est rendu à 1,5 ça se peut-tu? Ben, il y avait une étude il y a quelques années aux États-Unis qui rapportait que si on regarde juste les tics chroniques, donc pas nécessairement un diagnostic formel de SGT, mais le fait d'avoir des tics chroniques, donc qu'ils soient moteurs ou phoniques, il était à 1 sur 50, donc 2 des jeunes. Oh! Ouais. Hey, quand même, Donc, non, c'est ça, c'est plus prévalent qu'on pense. Ouais. C'est une prévalence qui est quand même plus faible que l'autisme, mais pas si loin que ça de l'autisme. Mais ça a une représentation autant en sciences que dans la culture populaire qui est vraiment limitée, contrairement à l'autisme. Tu sais, l'autisme, il y a vraiment beaucoup de recherches qui se fait à ce sujet-là. Il y a une très grande représentation dans les médias. L'autisme a meilleur... C'est vraiment une très bonne chose, mais a beaucoup meilleure presse qu'il y a, je sais pas, 10 ou 15 ans. C'est maintenant... Je ne veux pas dire souhaitable, mais il y a beaucoup moins de stigma au fait d'être autiste de nos jours. Puis je pense qu'il n'y a pas cette représentation-là pour le Tourette. Il y a encore beaucoup plus de stigma autour de Tourette. Ça a moins changé. Puis c'est ça, il y a moins de représentation. C'est moins discuté dans les médias. On n'entend pas parler. Donc je ne suis pas surpris que les écoles, les enseignants soient peu familiers avec ça. Mais je suis quand même rassuré que, c'est par les demandes de formation que je reçois, qu'il y ait ce désir-là de se former puis de mieux connaître cette situation-là. C'est ça, peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir de plus en plus... Les intervenants savent plus maintenant comment interagir avec une personne autiste parce que, comme tu dis, on en parle plus, je veux dire, aujourd'hui. Puis on souhaite un peu la même chose pour la Tourette pour que, justement... comme tu dis, en plus qu'ils font des demandes pour avoir des formations, ben ça veut dire que l'ouverture est là, puis on souhaite juste du positif pour plus tard pour que, justement, les enseignants savent comment interagir avec eux. Oui, tout à fait. Surtout pour une crise explosive, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que le syndrome, c'est
dire des sacs. Ouais, que Ouais, c'est juste La ça. coprolalie, Oui, tout à fait. tu sais, Ben oui. je sais plus, je pense que c'est 10%. Ouais, à peu près uniquement 10-15%, ouais. Tu sais, qui ont la coprolalie, fait que tu peux avoir le syndrome puis Ouais. ne pas sacrer. Ouais. tu sais, Tu sais, donc, je veux dire, je travaille là-dedans depuis 12-13 ans à peu près, puis j'en ai vu, je peux les compter sur les doigts d'une main, ceux que Ouais. j'ai vus qui faisaient la coprolalie. Ah là, ouais, en plus. My God. fait que, tu sais, Il n'y en a pas tant que ça. Non, il y en a pas tant que J'en ça. ai vu très rarement. Ouais. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'au final, faut pas en vouloir à l'enseignante qui savait pas comment interagir avec l'élève qui a une crise explosive, mais on souhaite qu'il soit formé Ben, en éventuellement fait, tout à pour fait. qu'il sache comment Ouais. Moi, je pense- interagir. Je pense que la base, c'est que si vous avez un élève qui fait tu sais, une crise explosive ou que vous voyez qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait des petits bruits, qui a le syndrome, ben ça serait justement d'appeler de l'aide pour être formé. Ouais. Tu sais, parce Ouais. que laisser ça, puis laisser ça comme, mettons, de côté, puis dire, bon, ben ce jeune-là, il est différent, mais tu sais, pas aller chercher la boîte à outils, ça l'amène à rien, là, je pense. Tu sais, fait que c'est Ouais. Ben, peut-être un peu sec. là. ben, tantôt, on parlait de formation, puis en fait, tu sais, je connais pas vraiment mon frère est enseignant, puis ma mère aussi est enseignante, mais je connais pas exactement les petits détails, mettons, de la formation des enseignants, mais je sais pas s'ils ont des cours par rapport aux troubles neurodéveloppementaux ou aux troubles de santé mentale dans l'enfance, mais ça pourrait être quelque chose qui serait peut-être bénéfique dans leur formation universitaire, d'avoir un cours Assurément. qui parlerait de c'est quoi les problèmes de santé mentale, les troubles neurodéveloppementaux que vous allez rencontrer chez vos élèves. C'est peut-être déjà le cas, mais je connais vraiment pas. Ouais, c'est ça. Il faudrait inviter avoir un invité spécial là-dessus, là, tu sais, parce que c'est vrai que ça serait. Mais ça pourrait être vraiment une bonne idée, mais en même temps, c'est ça, c'est comme tu disais tantôt, on peut pas demander à tous les professionnels d'avoir, d'être, 100% à jour sur qu'est-ce que c'est que ce syndrome-là, cette Exactement. maladie-là, comment interagir. Tu sais, c'est comme, il y en a tellement. Oui. Puis la dernière chose que je veux faire, c'est blâmer les enseignants. Comme Mais je c'est suis ça. tout à fait Non. conscient de la situation dans laquelle ils évoluent, Ouais. avec Ouais. toutes les enjeux. les enjeux, les difficultés. Les difficultés, c'est très dur auxquelles ils font face en ce moment. Donc, c'est ça, je les comprends tout à fait de ne pas être des experts d'une condition ou une autre. Mais ça, je pense que c'est vraiment pertinent de se former lorsqu'on est exposé à une situation où, là, c'est plus compliqué dans la classe, on ne sait pas trop comment agir. Ben, ça les aiderait, nos enseignantes, justement. Là, si, je ne sais pas qui prend la décision de ça, ça doit être les commissions scolaires, de mettre en place, justement, ce genre de formation, comme que tu fais dans les écoles. Oui, ben, tu sais, je pense que ça vient beaucoup de la direction, une fois qu'ils sont exposés, ou des fois, c'est des commissions scolaires. C'est ça. Tu sais, les enseignants ou les écoles ont des budgets de formation, Ouais, puis à un moment donné, ben, quand ils sont exposés à une situation qui est plus compliquée, Ils vont chercher. qui peut être justement un jeune Moi, qui je me a des souviens épisodes explosifs. Quand j'étais jeune, il avait invité je me souviens plus c'est quoi son nom, c'était un scaphandrier. Un scaphandrier. Ouais, les gens qui vont Dans l'eau, là, creux. ouais. Ah, Puis mon lui, Dieu, il avait le c'est- syndrome de la gélaturette, puis je trouvais ça cool que la direction de mon école avait invité quelqu'un qui était super motivant, super inspirant, puis il y avait la tourette, puis c'était pas dans ma classe, mais moi, j'ai été à la présentation. Fait que, tu sais, ça, c'est une belle attention que la direction a portée, tu sais, puis que ça a sensibilisé non seulement les autres jeunes, mais tu sais, moi, ça m'a beaucoup inspiré, là, tu sais. Ouais. De voir que lui était adulte, moi j'étais encore enfant, là, tu sais, fait que de voir que ce gars-là est devenu ça, puis je pense qu'il faisait aussi des concours de bodybuilding, je sais pas trop les affaires de muscles. Fait que, tu sais, je trouvais ça inspirant, là, tu sais, de voir ça, fait que, non, c'est ça, je sais, ils ont des budgets pour ça, puis tout, puis, Ouais. Puis, tu sais, comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup qui passent par la sensibilisation. Puis je pense même à l'intérieur, même des classes, c'est bénéfique. Tu sais, moi, ce que je suggère souvent, c'est pour les jeunes qui ont TGT, lorsqu'ils sont prêts, c'est de le présenter à la classe, d'en parler. C'est ça que j'allais demander. Ouais. Puis tu sais, je vois aussi différents niveaux à ça. Donc, c'est pas toujours le jeune n'est pas toujours prêt. Puis il peut ne pas être prêt comme en 3e année, mais il est rendu en 5e année, il est prêt. Donc, tu sais, je vois plusieurs niveaux de présentation. Au début, ça peut être juste quelqu'un qui vient dans la classe puis il parle du SGT sans nécessairement parler de Mathis qui a le SGT. Ouais. C'est ça que tu veux pas le forcer non plus. C'est ça exactement, Non, s'il n'est faut pas prêt. Mais l'important, c'est toujours voir avec le jeune à quel point tu es prêt à ce que les autres soient au courant. Mettons, l'année suivante, ça pourrait être un intervenant qui vient encore dans la classe, mais qui présente Mathis a le SGT, puis là, je vais vous parler de c'est quoi. Puis l'année suivante, en 5e année, ça pourrait être Mathis qui présente devant la classe. J'ai le SGT, puis ça veut dire que je vais faire telle ou telle chose, puis je vais faire des crises des fois. Puis, mettons, si on revient justement aux crises explosives, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil
s'il mentionne devant sa classe ce Matisse fictif, là, il dit, tu sais, comme, s'il y a des crises explosives, on le laisse faire et tout, puis les enseignants sont au courant. Mais les élèves autour, là, peut-être qu'ils vont dire comme, ben là, ça n'a pas de bon sens. Moi, quand je me... Parce qu'eux, mettons, ils ont un problème de comportement. Ouais. Ça se peut que c'est comme, mais ça n'a pas de bon sens qu'on le laisse faire comme ça, puis qu'après ça, genre, il peut revenir comme il veut. Quand moi, il faut que j'aille en punition voir le directeur. Ils vont peut-être le provoquer aussi. Tu sais, les jeunes, des fois... Mais honnêtement, de ce que j'en sais, de ce que j'entends, une fois que la sensibilisation est faite dans les classes, ça marche assez bien. Okay, les jeunes ça, sont, cool, hein. sont plus compréhensifs qu'on pourrait le penser. OK, ça, c'est nice. Puis, en tout cas, de ce que j'entends, lorsqu'on leur explique c'est quoi le GT, ils sont plus réceptifs. Puis aussi, tu sais, je pense qu'il y a des jeunes qui sont un peu... Quand il y a une différence, ils ne savent pas trop comment réagir, ils ne savent pas trop comment composer avec ça, mais une fois qu'on leur explique, ils comprennent puis ils passent à autre chose. OK, bon, ben c'est une bonne nouvelle, ça. Donc, je pense que beaucoup passent par la sensibilisation. Au final, la sensibilisation, c'est vraiment tout à fait. Cool. C'est ça, de faire comprendre aux autres qu'il n'y a pas de contrôle là-dessus. Que c'est vraiment une perte de contrôle totale. Mais le minimum, en fait, le parent qui soupçonne ou qui a un diagnostic de son enfant, ça serait d'en parler à la direction. Tu sais, comme au début, là, tu sais, parce que moi, je me souviens, j'ai des enseignants, pourtant, on était sûr de l'avoir parlé à la directrice, puis le message n'est pas passé, là, clairement, là, parce que l'enseignante, tu sais, dans ce temps-là, je le sais que, tu sais, c'était moins connu et tout, mais, tu sais, les commentaires et tout, là, tu sais, c'était comme... elle savait pas, là, j'avais le syndrome, là. Fait que, tu sais, je pense que ça, tu sais, comme de s'assurer, justement, que le message passe de la direction à tous les enseignants, puis... mais c'est ça, je pense qu'une présentation en avant, ça peut être cool, que ce soit le professeur qui le fait ou l'enfant s'il est à l'aise. Quand il est prêt. Puis, est-ce que ça allait dire Non, vas-y. Non, mais j'allais juste dire, mettons, dans le milieu scolaire, ça, oui. Mais tu sais, mettons, on parlait aussi que la crise explosive, elle arrive chez les adultes, puis est-ce que, ça n'a peut-être pas rapport, là, mais tu sais, mettons, dans un couple, là, tu sais, t'es adulte, je prends nos exemples, là, nous trois, là. Tu sais, en plus, vous êtes papa et tout, puis tu sais... Tu l'écris sur Thunder, j'ai des Non, mais mettons, t'es dans une relation de couple, là. T'as une crise explosive, toi, en tant qu'adulte, elle se manifeste différemment, là. Mais faut que ton conjoint sache que, comme... Ou ta conjointe, je veux dire que... C'est pas le temps de... Ben, tu sais, comment réagir par rapport à ça aussi, c'est un peu la même chose. C'est, je vais le laisser vivre parce que sinon... c'est comme une grenade qui va exploser si j'y touche. Ouais, je pense que ça prend une certaine... faut être compréhensif, puis aussi, avec le temps, il faut justement... Tu viens qu'à connaître l'autre personne, tu sais, comme c'est quoi les facteurs qui peuvent être des triggers ou des éléments déclencheurs. Puis tu viens qu'à mieux comprendre les réactions de l'autre personne aussi. J'imagine que tu fais pas un thermomètre avec ton chum ou ta blonde. Non, c'est ça. Là, t'es rendu où aujourd'hui? La fameuse... Tente pas d'aller prendre l'air. Non, mais c'est vrai que ça peut amener vraiment des conflits parce que même si là, on comprend vraiment mieux c'est quoi la crise explosive, tu nous l'as full bien expliqué, c'est quoi aussi la différence entre le trouble de comportement puis la crise explosive d'une personne qui a la tourette. Puis reste que dans la vie, là, la vraie vie, là, tu vis au quotidien, puis t'as une crise qui arrive en tant qu'adulte, t'as beau comme ton conjoint ou ta conjointe être au courant de ce que c'est quand même dur de réagir par rapport à ça. T'es comme, mais là, ça va toujours être ça. Tu sais, comme, tu sais, oui, il faut mettre en place des trucs pour diminuer comme le nombre de crises que tu vas faire, mais reste que ça reste une source de conflit quand même, tu sais. Fait que c'est d'être tolérant par rapport à tout ça. Mais je pense que oui, tu sais. Tu sais, je pense qu'à la base, quand tu es en couple avec une personne qui a une différence, quelle qu'elle soit, que ce soit un trouble neurodéveloppemental ou autre chose, tu sais, je pense qu'à la base, ça prend un certain niveau de compréhension. Faut que ça soit dit au début. Là, ouais. Tu peux pas cacher ça, puis si tu le caches, tu le cacheras pas longtemps. C'est ça, exactement. C'était mieux de le dire au début, puis dans le fond, c'est d'accepter l'autre comme il est, sinon, ben ça marchera pas. Là. J'imagine que c'est d'établir avec lui aussi un coin... un coin détente. Ça, c'est ton coin détente. Ben, puis je pense aussi qu'en tant que personne, justement, qui fait les crises explosives, ben, c'est de prendre les moyens pour que ça arrive le moins souvent possible. Clairement. C'est sûr que
je veux dire, c'est comme pour n'importe quoi, le fait d'avoir un meilleur mode de vie, tu sais, Pas de fatigue accumulée. C'est ça, pas de fatigue accumulée, pas de consommation à l'extrême, faire de l'exercice, prendre soin de soi. Donc, ce sont tous des facteurs qui vont mener, c'est ça. On a un vrai docteur avec nous. Une pomme par jour, éloigne le médecin pour toujours. Bon. Non, mais t'as raison, au final, c'est ça, c'est des bonnes habitudes de vie. Exactement. Ça peut pas nuire. C'est ça. Je peux-tu te demander personnellement, justement, toi, en tant que personne qui a la tourette aussi, puis qui a étudié tellement là-dedans, tu réussis-tu à avoir un bon quotidien de vie, des bonnes habitudes pour justement diminuer ça? Ou comme, si je te pose un équilibre de vie. Avec les enfants, moi, j'aimerais ça savoir, tu sais, avant que tu aies des enfants, puis je sais pas, ils ont quel âge, mais puis après avoir des enfants pendant, là, tu sais, tu sais, moi, je l'ai vu, là, tu sais, comme, t'as pas d'enfants, puis là, à un moment donné, tu sais, ça chamboule carrément ta vie, là. Ouais, tu sais, c'est dur, là, de garder le même équilibre de vie que tu avais avant. Ouais. Donc, as-tu des trucs, mettons, c'est comment, tu sais, que toi, tu as fait ou des patients ou du monde que tu connais qui fonctionnent? Oui. C'est sûr que c'est plus difficile. J'ai un garçon qui n'a même pas encore 2 ans, puis cet enfant-là ne dort pas, là, comme... Super! Ouais. Donc, c'est sûr que mes heures de sommeil versus comme pré-enfant, avoir un enfant puis avoir 2 enfants, ça fait juste comme diminuer en ligne droite. Ça aide pas à tes crises explosives, là. Mais il faut trouver d'autres moyens, justement, pour pallier à ça. D'essayer d'essayer de me coucher plus tôt. Ça, c'est dur, mais c'est ça. C'est mais je veux dire, c'est des sacrifices, je pense. Moi, comme ça a toujours été mon mode de vie de me coucher tard. C'est le moment que j'apprécie le plus de la journée, le moment où tout le monde est couché, puis j'ai comme la maison, moi tout seul, ce moment que je trouve très précieux, mais c'est sûr qu'en vieillissant et en ayant des enfants, ce moment-là peut pas être aussi long qu'avant. C'est sûr. Parce que c'est ça, sinon je me couche trop tard et j'ai pas assez de sommeil. Donc, c'est pas mal les mêmes choses que je disais tantôt. C'est de limiter la consommation d'alcool autant que possible. De pas s'oublier, dans le fond. C'est ça, ne pas s'oublier. Mais c'est sûr que pour être un adulte qui a le syndrome de Gilles de la Tourette, puis avoir des enfants, ben ça rajoute un niveau de complexité. Oui, c'est sûr. Ça rajoute certains éléments sur lesquels tu n'as pas le contrôle. Sans doute. Puis c'est ça. Ça fait que tu as moins de temps pour autre chose, donc fait que pour les gens qui sont dans la même situation que nous, vous n'êtes pas seuls. Allez sur le groupe de la QST, on va tous jaser ensemble de ça. Mais je pense que c'est difficile pour n'importe quel parent. Oui, c'est ça. Même si tu n'as pas le syndrome, c'est difficile. Mais ça reste que c'est ça. Quand il faut que tu gères justement tes propres émotions. Tes propres émotions. Ouais. T'sais, moi, je le sais, là, quand je suis plus fatigué, là, c'est là que je suis plus... coco de gratte. C'est là que je commence à avoir des chaleurs, puis que, c'est ça, que je suis moins patient, mettons, puis que, ça risque de se passer. Oui, c'est sûr. As-tu des recherches futures qui s'en viennent? Est-ce que tu es toujours dans le côté, les crises explosives, c'est en ce moment, je pense, ça se passe, ou c'est comme pas mal? Oui, mettons, j'ai 2 études que pour lesquelles j'ai terminé la collecte de données en décembre l'année passée. J'ai commencé l'analyse des données, mais c'est encore très préliminaire à ce stade-ci. Okay. On en a une autre justement qui est encore en cours présentement. Puis sinon, j'ai une page pleine dans mon téléphone d'idées de projets de recherche que je veux faire quand je vais avoir le temps. Mais là, c'est le temps qui manque. Entre 2 enfants, des crises explosives. Puis les dodos à 8 heures. Là. C'est ça. La clinique, parce que là, ça, je fais de la clinique. Fait que je vois des patients. Okay. C'est ça, j'essaie de jongler avec tout ça. Tu vois des patients en plus? Les patients que tu vois, c'est plus du syndrome? En ce moment, non, parce que là, je suis en formation. Donc, en septembre, je vais commencer mon premier internat pour mon doctorat en psycho. Puis, je vais travailler principalement avec des jeunes chez qui on a une suspicion d'autisme. Ah, OK. Donc, qu'il y aurait des jeunes ados chez qui il y aurait une hypothèse d'autisme. OK. Donc, c'est ça. Là, je suis en formation, donc je touche un petit peu à tout. Mais éventuellement, dans une pratique clinique, je voudrais évidemment me spécialiser davantage chez les jeunes qui ont le SGT. C'est tellement cool. Ça va aider. Ça. On a tellement besoin de ça parce que au final, tu es aussi un chercheur, dans le fond. Puis on n'a pas beaucoup d'études sur la
Tourette, si je me trompe pas. C'est ça, il y en a peu, comparativement à Il y en a peu. d'autres. C'est ça. Tu sais, je donne un exemple de l'autisme, tantôt qui a une prévalence similaire, mais tu sais, si on compare aussi, mettons, avec schizophrénie qui a une prévalence Ouais, c'est similaire. ça. Le TOC aussi, c'est assez similaire à la prévalence. Il y a beaucoup plus d'études qui se font en schizophrénie puis en TOC versus Tourette. Ouais. Donc oui, tu sais, ça augmente petit à petit. On est davantage de chercheurs qui s'intéressent à ça. Merci beaucoup pour Mais ce que tu fais. c'est ça, je pense qu'on en a besoin de plus de recherche. Ben, tellement. à ce sujet-là. Merci tellement de faire toutes ces recherches-là. Là, à un moment donné, tu vas être rendu en haut puis tu vas engager d'autres chercheurs. Ben, j'aimerais beaucoup ça. Mais tu sais, là, tantôt, je parlais de clinique, là, je parle de recherche, c'est de trouver comme l'équilibre. Puis il y a juste 24 heures dans une journée. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est dur quand on est rempli de projets. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vais essayer de trouver un équilibre plus tard, mais je veux pas arrêter de faire la recherche. non, c'est ça. Parce que ça, j'ai beaucoup trop d'idées que. Ouais. je T'aimes veux ça réaliser. aussi? Oui, T'aimes ça? oui. Bon, ok. C'est pour moi, la c'est une recherche, passion. moi, là, c'est pas- j'aimerais pas ça. Moi, j'aimerais pas ça Chacun faire la nos recherche. passions, David. Mais puis là, dis-moi que tu vas continuer à faire des formations dans les écoles. Oui, Ça, ben, là, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, faire la c'est formation. tellement important. Tu sais, je dis dans les écoles, mais c'est beaucoup des Ben, formations ailleurs, en ouais, c'est ligne. Mais tu sais, il y a des enseignants, il y a des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des TES, des psychologues, des neuropsy. Parfait, ça. Donc, c'est beaucoup dans le domaine de la santé et domaine de l'éducation. Ça, Wow. c'est malade. Ouais. Ça, c'est malade. Mais c'est tellement cool, pour vrai. Merci tellement de faire comme Ouais. ces recherches-là. On en a besoin. Perds-toi pas là-dedans non plus. Mais nous, on aime vraiment ça à la QST, d'avoir... Les choses avancées comme ça. C'est ça. Puis, tu sais, comme si tu as d'autres études que tu fais, n'hésite pas à nous le dire. Sinon, on va le partager. Puis, on va vous mettre aussi en commentaire. Je sais pas, en ce moment, t'es-tu en pleine étude que tu as besoin de. Oui, ben on Personne a participe. une étude en ce moment qui est une étude sur les épisodes explosifs où, en fait, on recherche des parents de jeunes qui ont le SGT, qui sont âgés entre 6 et 14 ans, si je me souviens bien. Puis c'est ça, on veut mieux comprendre c'est quoi les facteurs qui vont prédisposer aux épisodes explosifs, puis après ça aussi mieux pour les comprendre. jeunes ou pour les parents? Ben en fait, Les épisodes. c'est une étude dans laquelle on recrute des parents, mais qui Ok. vont Parler de leur enfant. qui vont parler de leur Ok, enfant. ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. Fait qu'en ce moment, t'es en. Oui, on est en cours de recrutement, ça fait à peu près 1 an, puis on devrait recruter Mais on des pourrait jeunes mettre pour le ça. lien, là, je sais pas. Oui, oui, on ça, pourrait oui, mettre mais le c'est lien ça, dans la description. On va le mettre, évidemment qu'on va Ouais. mettre. Sinon, je peux le mettre en commentaire aussi. Oui, en commentaire. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Ben, ça fait plaisir. Merci c'est pour vraiment l'invitation. apprécié. Oui, c'était super le fun. T'avais-tu d'autres données que tu voulais nous partager ou. Ben, je veux dire, c'est sûr que je peux vous partager des données comme jusqu'à demain matin. Ouais. Peut-être pas des données, c'est pas le mot que je voulais dire. Mais. Non, mais d'autres informations, je sais pas. Ben, je pourrais. Ben, je pourrais finir, mettons, sur une note peut-être plus positive ou avec plus d'espoir. Tu sais, on a un peu parlé tantôt de ce manque de représentation-là du SGT. Fait que ce serait vraiment un souhait pour moi, un désir qu'il y ait plus de... une meilleure représentation, plus de gens qui en parlent, plus de modèles. Tu sais, je faisais le parallèle avec l'autisme. Tantôt, on a de plus en plus de modèles qui s'affichent comme étant autistes. Puis on en a quelques-uns dans le SGT, tu sais, de plus en plus, tu sais, mettons avec des modèles que les jeunes connaissent, comme avec Billie Eilish, avec Louis Capaldi, avec Andréane. Avec David. Donc, on a de plus en plus, mais... Pas assez! Pas assez, ça prend davantage. Ah non, c'est c'est ça. Mais ça part avec avec l'acceptation de son Tourette. Tu peux pas faire ça à contre-courant. Oui, tout à fait. Donc, la première étape, c'est d'accepter ton syndrome. Puis je pense que plus qu'on est de gens qui en parlent, plus que les gens vont peut-être l'accepter mieux. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense aussi de voir des... ben, comme tu en parlais tantôt, voir des représentations adultes du SGT. Ouais, ça, c'est pour les jeunes. C'est ça, pour les jeunes qui peuvent réussir malgré leurs Ouais. différences. Je pense que ça, c'est vraiment encourageant. Ah là, ça c'est... Moi, Donne espoir. Tu sais, ça, Oui, t'en oui. vois souvent, là, aussi, là, tu sais, des Ouais. jeunes, tu sais, qui doivent voir avec les étoiles dans les yeux, là, quand ils te voient Ah, ben, avec... Tu sais, Moi, je comprends ce que tu veux dire. cool. Tu sais, c'est comme juste le fait de l'accepter au final, puis faire comme, ah, OK, tu peux réussir dans la vie malgré ta tourette. Fait que, Ah ouais. tu sais, puis c'est cool parce que, comme tu dis, on a besoin de plus de représentation. Puis là, tu nommais des exemples d'artistes. Ouais. Mais ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est de me dire que toi, comme tu fais, Les docteurs. t'es docteur, tu sais, comme C'est comme cool. tu disais au début, t'avais pas de difficulté d'apprentissage, puis c'est pas juste un acquis, tu sais, c'est différent pour chaque tourette Ouais, aussi. tout à Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir que comme
il y a aussi le domaine de, je veux dire, la médecine, tu sais, les recherches. Oui, tu sais, le il y a domaine académique. Tu peux pas te bloquer, là. Tu peux tout faire malgré ta tourette. Tu as le diagnostic que tu vas être nécessairement moins bon à l'école. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont très bons aussi, là. Puis qu'il y a d'autres forces, d'autres faiblesses, puis que c'est ça. On est chacun différent. Mais, tu sais, mettons, je peux donner l'exemple du fonctionnement intellectuel ou ce qu'on appelle le QI. Mettons, je vais prendre l'exemple du TDAH. Souvent, il y a plusieurs études dans le TDAH qui montrent qu'il y aurait comme une différence entre peut-être 2 à 5 points de QI de moins dans le TDAH, mais dans le Tourette, il n'y a pas ce genre de différence-là. Ou en tout cas, les études qui sont intéressées au fonctionnement intellectuel n'ont pas vraiment noté de différence. Puis quand il y en a une, c'est davantage attribuable au TDAH. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a le SGT qui est moins intelligent que quelqu'un d'autre. Il est plus à risque d'avoir un trouble d'apprentissage. Ça pourrait compliquer son parcours scolaire, évidemment, ou d'avoir des difficultés d'apprentissage sans nécessairement avoir un trouble. Mais la personne n'est pas moins intelligente pour autant. Non, puis le QI, c'est une chose, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle qui est importante. Puis il y a aussi le fait, le TD, qui est pratique, très pratique. Puis que le TDAH, en tout cas, moi, pour ma part, ça m'a apporté des choses que peut-être que quelqu'un qui a un plus gros QI n'aurait pas eu. Là. Oui, je pense que, surtout aussi dans les dernières années, il y a une, comme je parlais pour l'autisme, il y a une meilleure représentation du TDAH, puis je peux dire comme des aspects positifs, ou en tout cas une certaine sensibilisation, une acceptation de la neurodivergence, surtout pour TDAH et autisme. Fait que oui, c'est sûr que je pense que de voir les avantages ou de voir ce qu'on peut faire malgré ça, ça peut être aidant. Donc, ton souhait, c'est vraiment, au final, de sensibiliser plus, puis... Oui, je pense que c'est ça. Sensibiliser, avoir une meilleure représentation qui est plus positive et qui est plus aussi réelle. Justement, qu'on se décolle du stigma, puis la représentation caricaturale qui est associée à la coprolalie. Puis, tu sais, je veux pas la nier parce que ça existe, puis ça touche plusieurs personnes. Mais c'est pas représentatif. C'est pas l'élément qui est le plus caractéristique du syndrome de Gilles de la Tourette. Non, exactement. Puis en fait, c'est rarement ça. Ben là, c'est ça. Moi, quelqu'un qui veut faire mettons, un film ou un épisode puis qui représente la Tourette juste avec les sacs, là, ça me fait capoter. Informe-toi avant. Là, parce que là, t'es en train de carrément... je sais pas comment expliquer ça. De dire des fausses données. Oui, mais ta représentation de GT dans le vestiaire est totalement réaliste parce que c'est toi. Mais tu sais, ça démontre bien c'est quoi le vrai syndrome de la Tourette. Tu sais, je pense pas que j'en ai vu des représentations véridiques avant la tienne à l'écran. Ah, mais je suis contente, mais c'est le fait que tu nous dises ça. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait aussi un de mes amis qui a aussi la Tourette qui fait mon ami dans le vestiaire. Puis lui, il a de la coprolalie, mais c'est pas, mettons, que ça, c'est qu'il vient représenter un peu, je veux dire, si il y a la série là, qu'on met sur un pourcentage là, qui est 100%, il y a 10% de la série que il y a mon ami qui va dire des insanités, qui a de la coprolalie, mais c'est exactement le pourcentage des gens qui ont la Tourette qui vont dire des mots vulgaires. Fait qu'au final, on n'a pas exagéré ça non plus. Oui, non, c'est ça. Là, c'est sûr que là, je suis en train de comme vanter la série. Mais allez, écoutez, c'est bon. Non, mais je trouve ça cool. Je trouve ça merci de le mentionner. Mais c'est le fun, justement, de voir des représentations à l'écran qui sont précises puis qui représentent bien ce que c'est. C'est ça. C'est cool. Vraiment. Ben, merci pour tes beaux souhaits, tes belles recherches. Pour vrai, ça a vraiment passé vite. Là. Ça fait déjà bientôt 1 heure. Puis ça vraiment, c'est tellement intéressant. On va te réinviter. Oui, c'est sûr. Ça va me faire plaisir de revenir. Oui. Fait que, merci. T'avais-tu un petit mot de la fin? Merci pour ce que vous faites. Justement, on parlait de représentation. Merci à vous pour ce que vous faites. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour la communauté. Merci beaucoup. Fait que, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes audio. Puis on a aussi notre chaîne YouTube de la QST. Puis les informations pour les recherches vont être dans la barre, pas la barre, voyons. La description ou les commentaires. Toi, t'es là pour ça. Merci! Salut, guys. Merci.